On n'a pas eu l'air étonné, on a dit écoutez, formidable, on l'appellera, machin. Il est parti, on a fait une danse de la joie dans le café, les serveurs étaient morts de rire. Je dis toujours à qui veut l'entendre, et notamment à mes salariés, chaque fois qu'ils ont un doute, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'était complètement génial. On était petits, on avait des clients intéressants, on était vraiment au début du social media listening. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Build a City for Good. On est aussi ravis parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est super encourageant pour nous, ça nous donne envie de faire toujours mieux et d'inviter encore plus d'invités. Aujourd'hui, on reçoit une invitée de marque. Oui, elle a fondé SemantiWeb en 2011, une société de social media intelligence dont tu nous parleras. Et elle s'appelle Sonia Lecommando. Elle a une énergie folle, elle a plein de convictions, elle a plein de choses à nous apprendre. Elle a plein de causes qui lui tiennent à cœur, et on va passer une demi-heure avec elle. Mais pas que. Je suis aussi accompagnée de Charles-Henri Tranier. Et oui, c'est la première fois que je fais un épisode avec Charles-Henri. Si vous avez suivi un peu les épisodes de Daphne, enfin tout ce qui se passe chez Daphne, Charles-Henri avec Marc Simoncini nous ont rejoint, et Shabir Vasram nous ont rejoint il y a 1 an et demi. Et on a levé un fonds qui s'appelle Yellow. Et donc Charles-Henri est partenaire de ce fonds et investisseur. Et donc bienvenue Charles-Henri dans le podcast. Merci Aurélie. Sonia, on t'a pas... Voilà, bonjour. Pardon, normalement on dit bonjour et on remercie l'invité d'avoir pris 1 heure pour venir nous voir. Bonjour Aurélie. Et merci beaucoup, en tout cas encore une fois, d'être là et de prendre le temps de venir nous voir. Avant de commencer et que tu nous parles de tout ton parcours d'entrepreneur et de tout ce que tu as fait et de tes combats et autres, on voudrait savoir un peu qui est Sonia et d'où tu viens, où as-tu grandi, est-ce que tu as une grande famille, est-ce que tu es born entrepreneur et tu as toujours monté des boîtes. Raconte-nous un peu juste pour nous remettre un peu dans le paysage un petit peu. Alors, qui je suis ? Alors, on me définit souvent par ce que je fais, mais pas par qui je suis. J'ai 47 ans. J'ai vécu plutôt en province, donc c'est des années assez bénies. J'ai fait la même école que Charles-Henri, qui est à côté de moi. Et ensuite, je suis devenue résolument parisienne. Est-ce que je suis born entrepreneur ? Non, mais je pense que je suis born créative. Et en fait, la force qui pousse à entreprendre, c'est la même que celle qui pousse à créer. Donc moi, je suis une passionnée de création, d'innovation. J'ai toujours fait plein de choses et j'ai commencé ma carrière de manière assez classique dans des grandes entreprises. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Alors la chance, c'est ne pas en avoir, c'est une faute professionnelle quand on entreprend. Mais la première chose que j'ai fait, c'est travailler chez SFR. Ça paraît tout bête et aujourd'hui, c'est pas très glam. Je suis désolée pour eux, mais dans les années 2000, c'était complètement génial. C'était l'époque Messier et c'était la révolution de la téléphonie. Donc, j'étais au cœur de l'innovation. On avait des challenges fous. On avait des amphis à 300 personnes de marketing où on nous disait on a inventé un truc qui s'appelle le texto. On va vous expliquer ce que c'est. Objectif 1 milliard à fin d'année. Il y avait 300 gus qui disaient ça marchera jamais, leur truc. Et on se divisait en 2 équipes, ceux qui allaient créer l'envie, donc la pénétration, et ceux qui allaient créer l'usage. Et on faisait des énormes combats. Et bien évidemment, il y avait 2 milliards de textos à la fin de l'année. Et on avait créé un nouveau mode de communication. Alors nous, en tant qu'opérateurs, et on était plusieurs. Et ça m'a vraiment toujours passionnée. Moi, j'avais besoin de ça. Donc faire 7-8 ans dans la téléphonie mobile dans les années 2000, c'était inventer avec des moyens colossaux. Donc, avoir une liberté de penser et une absence de frein. Et en fait, je pense que j'ai un tempérament créatif, j'ai baigné là-dedans. Accessoirement, ça m'a fait un réseau de 300 personnes qui ont mon âge et qui aujourd'hui sont en direction marketing partout à Paris. Et du coup, le jour où j'en suis partie, j'avais pas de frein non plus. C'est-à-dire que j'avais une idée et je voyais pas pourquoi ça n'allait pas marcher. Donc ça, c'est une vraie chance.
vraie chance de début de parcours. Donc c'est direct que tu crées Semantiweb. En 2011, tu quittes du coup ce monde pour créer ta boîte. Ouais, alors parce que tu as vu qu'il y avait un... Oh, la vérité, elle n'est pas là. Hein. Moi, je suis une femme. Donc, la vérité, c'est qu'en 2011, j'ai 3 enfants et qu'au moment d'avoir une évolution de carrière, on m'explique que j'ai 3 enfants, donc c'est pas moi qui ai le poste. C'est ça, la vie des femmes qui, à un moment, s'en vont. C'est toujours ça. Et toutes les femmes que j'ai croisées, c'est quand même assez rare. Il y a un tempérament, il y a une envie, mais il faut un fait déclencheur. Et le fait déclencheur, c'est souvent qu'on ne croit plus tellement en vous. Enfin, d'abord, c'était il y a un petit moment. Hein, ça paraît un peu passéiste, mais il y a 10 ans, c'était pas très bien vu d'avoir 3-4 enfants dans une société. Donc, ça marchait bien. C'était une société en ébullition. On avait des progressions hyper rapides. Et puis, à un moment, on vous dit, au lieu de nous dire, t'as pas le niveau, on vous dit, avec tes enfants, tu comprends, on a peur que. Donc, je suis partie. Je suis partie avec une de mes collaboratrices, enfin, pas collaboratrice, collègue, ma copine de cantine, on va l'appeler comme ça. Dans les boîtes, on a toujours une copine de cantine avec qui on parlait tout sauf boulot, qui avait 3 enfants et qui, au retour de son 3e congé maternité, avait été mise dans une sorte de placard pour SFR, parce que personne n'y croyait, qui était le digital. Mais il y a 10 ans, le digital, ça n'existait pas. Donc, elle avait pour mission de créer un site web, forum, où on était censé récupérer les avis des gens, dont tout le monde disait on n'ira jamais parce que les gens vont dire que c'est négatif. Et du coup, c'était un poste à faible valeur ajoutée, entre guillemets, sur le papier, alors que c'était une opportunité complètement géniale. Et du coup, toutes les deux, on s'est dit, c'est sympa, mais il n'y a personne qui croit en nous ici. Nous, on adore bosser, on a plein d'énergie. On va aller créer un truc sur le web. Ce truc est fou. Moi, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, t'es au bon endroit. Allez, viens, on s'en va. Ils n'ont rien compris. Tu parles de ton associée, du coup, Virginie Barbieri, c'est ça ? Exactement, je parle de mon associée. Donc moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai 2 couples. Je suis mariée depuis 20 ans. Et j'ai un 2e couple, c'est que je suis associée depuis 10 ans. Et c'est hyper important. J'aurais jamais réussi sans elle et vice-versa. Et c'est long de traverser 10 ans de vie avec la même personne et d'être d'accord sur tout. C'est ce qui me fait sourire tous les matins, c'est de la voir au bureau. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai créé, développé, vendu, resté et avec laquelle je ferai ma prochaine histoire aussi. Donc c'est vraiment avoir trouvé son binôme professionnel. Et je crois que quand on est une femme, en fait, c'est indispensable. Parce que ça crée un balancier. Alors d'abord, moi je crois beaucoup à plein de choses auxquelles les hommes n'ont pas cru. Quand j'ai monté ma boîte avec Virginie et qu'on a commencé Charles-Henri pourra dire si oui ou non c'est vrai, hein, parce que peut-être qu'on généralise un peu. Alors non, tu vas me dire. Voilà, on a qu'à faire le quiz. À un moment, on a cherché de l'argent au début, et d'ailleurs on a trouvé d'une manière très jolie. Je vous raconterai. Mais les 2 premiers fonds qu'on a vus, on leur a expliqué que nous, notre projet, c'était le big data. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, et qu'on allait créer une usine de structuration sémantique parce qu'en fait, on savait très bien ranger, organiser, trier les choses, et que c'était le bordel, le web, et que nous, on avait tout à fait l'intention de ranger ce truc-là. On nous a regardés, on nous a dit vous êtes sympa, vous avez de bonnes idées, mais vous avez un énorme problème. Vous n'êtes pas ingénieur. On a dit et alors ? Et en plus, vous vous ressemblez. Vous avez le même background et tout, vous n'êtes pas complémentaires. Donc, on n'y croit pas. 2 fois. Et je leur ai dit, vous vous trompez. Je pense que vous vous trompez, parce que la clé, c'est de construire ensemble, et les compétences qu'on n'a pas, on ira les chercher. Mais le socle fort qui va driver les décisions, les bonnes, les mauvaises, résister à tout, c'est nous. Voilà. Et donc, il y a 2 fonds qui nous ont dit, pas un copec, pas ingénieur. Aujourd'hui, on a un des plus beaux systèmes de big data. On a été entouré de gens formidables. C'était pas notre compétence première, mais on avait plutôt délivré une vision. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Charles-Henri, mais on nous a reproché notre manque de complémentarité en termes de binôme. Et moi, je trouve que ça a bien marché. Malheureusement, tu as entièrement raison. Et a fortiori en France. Tu peux préciser même que c'est probablement un cas encore plus patent en France, car on adore nous mettre dans des cases. Et donc, tu cochais pas la case tech,
qui, a fortiori, il y a 10 ans, était le critère premier pour une boîte à dimension tech comme Semantiweb. Donc, en plus de ça, notre métier d'investisseur est un métier où finalement, on a tous un peu ce travers en tout cas, on a eu, et je pense que fort heureusement, la tendance aujourd'hui est différente, mais on a toujours eu un côté un peu moutonnier et de chercher les choses qui peuvent rassurer, donc des modèles dans lesquels on se retrouve. Et dès qu'on sort de ce modèle, et notamment 2 femmes entrepreneurs il y a 10 ans, ça courait pas les rues, clairement. Donc déjà, tu sortais des standards du marché, sur vos expertises, sur vos compétences. Et donc là, c'est clair que tu ne pouvais qu'effrayer un investisseur standard qui, quel qu'il soit, ne se retrouvait pas sceptique pour avancer dans un projet comme ça. Je crois que fort heureusement, et je vais faire 2 secondes d'autopromotion Daphni, mais je crois que s'il y a dans notre ADN chez Daphni, et fort heureusement on le retrouve dans d'autres fonds de nouvelle génération, c'est que la diversité et l'originalité sont extrêmement valorisées aujourd'hui. Parce qu'il y a eu tellement d'exemples, comme le tien, fort heureusement, qui montrent que mettre les gens dans des cases, c'est justement l'antithèse de l'entrepreneuriat et donc de la réussite à terme. Il faut aller chercher, il faut justement casser les modèles. Sinon, il n'y a pas de start-up, il n'y a pas d'innovation si tu ne casses pas les modèles. Donc, tu illustres parfaitement justement la vague de fond. Tu es arrivé dans les toutes premières, tu es vraiment une pionnière des modèles qu'aujourd'hui, sur lesquels on ne peut que parier. C'est clair, tu as essuyé les plaintes, Sonia. Mais c'est super que ça change. Après, moi, j'étais contente de ce parcours-là parce que du coup, ça m'a renforcée. D'abord, ça a été 2 fois. On nous a dit ça 2 fois. Et ça ne nous a pas du tout atteints. Et je me rappelle très bien, on s'est assis dans un café, on a dit, en fait, ils mélangent tout. Ils confondent moyen et finalité. La tech, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Donc, faire de la tech pour la tech, on s'en fout. Nous, on a une idée, on a besoin de la tech pour la réaliser. Un moyen, ça se trouve. Bref, du coup... Et du coup, à l'époque, pardon de te couper, mais il n'y avait pas de réseau trop de femmes où tu pouvais aller trouver aussi, tu vois, d'autres... Non, puis on n'avait pas super le temps. Non, là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a fait donc 2 essais, comme ça. Et puis, un jour, il manquait, je pense qu'il manquait, mais un jour, j'étais assez copine avec Isaïe, et un jour, il leur manquait dans les challenges, là, 100 startups pour investir, il devait leur manquer quelqu'un, donc ils nous ont appelés. On a raconté ce qu'on faisait, et ça a été super, parce qu'on a été appelés. Alors, tout à l'heure, dans votre espèce de vidéo, là, c'était est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises décisions ? Moi, je crois vachement à la chance, au travail, évidemment, et au moment. Et on est appelé par une assistante de 65 ans, juste après la publication, qui nous parle d'un monsieur qui aimerait nous rencontrer parce qu'il aime bien un petit peu investir dans des projets et tout. Et au début, c'était un jour où on était en vacances. Et on se dit, oh là là, ça a l'air d'être un mec qui a envie qui s'ennuie, bon, bref, ça nous inspirait pas trop. Et puis c'était 8h du mat, sur les champs, dans un café un peu, bon bref, en poulet. Donc on se dit, fait chier, on n'est pas à Paris, qu'est-ce qu'on fait ? Et on se dit, déjà on y va, parce que déjà il y a un mec qui nous appelle. Donc puis lui, il va peut-être, voilà. Très sympa. On a été reçus par quelqu'un de charmant. C'est une histoire hyper drôle. En plus, comme Belmondo est mort, je vais vous raconter ça, c'est sympa. Il nous reçoit dans un petit déjeuner, il arrive, il nous demande ce qu'on fait, il nous demande qui on est. Et pendant 20 minutes, il trouve ça extraordinaire qu'on soit des femmes. Il nous dit de toute façon, le principal moteur dans la vie, c'est l'envie. Il écoute et puis tout à coup, il regarde son téléphone et puis il dit, bon, je vous remercie pour ce moment, je vais y aller, j'ai beaucoup apprécié, prenez votre temps, le petit déjeuner est réglé, et puis il s'en va. Donc on se dit, voilà quoi. Et puis il revient, et puis il tend une carte et il dit, vous appelez cette personne, c'est mon directeur financier, je mets 500 000 € dans votre boîte, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et là, on s'est pincé sous la table. Et vous voyez la scène du pompiste, là, ne jamais avoir l'air étonné, c'était vachement dur. Donc on l'a fait, on n'a pas eu l'air étonné, on a dit, écoutez, formidable, on l'appellera, machin. Il est parti, on a fait une danse de la joie dans le café, les serveurs étaient morts de rire. C'était très sympa. Et on a négocié âprement avec le directeur financier qui a donné un peu moins. Je crois qu'on était à 450, mais génial. Et c'est lui qui a lancé l'histoire. Et ça ne l'intéressait pas du tout. Et on lui avait dit, on n'est pas ingénieur, mais on pense que c'est un moyen. Et il nous a toujours dit, en fait, il faut investir sur les bonnes personnes, pas sur les bonnes idées. Il y a des gens qui ont cette capacité en eux d'avancer, qui se préoccupent pas beaucoup. Et on avait SFR nous avait vraiment donné cette idée qu'en fait, quand on veut, on peut.
Ouais. Il n'y a rien d'impossible. Donc, inventer le texto, c'est possible. C'est possible. Donc, on ne voyait pas tellement les limites. Donc, on n'avait pas de limites. On avait quelqu'un qui nous avait fait confiance sur qui on était. Et c'était génial. C'était hyper libérateur. Voilà, et puis après... Lui donne l'impulsion, et là, vous, vous recrutez. Alors, de toute façon, là, on avait recruté développeurs et sémanticiens. Déjà, on ne savait pas ce que c'était. Le premier jour, on s'est dit, il nous faut un développeur. Où est-ce qu'on va trouver ça ? Le premier, on l'a trouvé dans le métro. Non, parce que il faut quand même... c'était il y a 10 ans. Hein. Mais ouais. Il n'y avait rien. Et puis après, oui, on avait un peu d'argent. Les premiers, on les a payés avec nos fonds propres. Et puis après, c'est parti. C'est parti, et après, le succès d'une boîte, c'est ses clients. Après, quand on a la chance, on a gagné un appel d'offres chez L'Oréal, après, les portes s'ouvrent. D'abord, c'est encore notre plus gros client, on est preferred partner chez eux, et puis c'est une carte de visite incroyable. Et du coup, toutes ces complications ou ces barrières que tu as ressenties en tant que femme, en tout cas à la fin de ta carrière dans les télécoms, c'est ça aussi qui t'a donné aujourd'hui cette envie. Tu dis dans la vidéo, je suis woman in tech, woman in love. Tout ça, ça vient aussi de ces barrières et de ces gens qui n'ont pas cru en toi. Et tu as envie aujourd'hui de... Qu'est-ce que ton point de vue sur les femmes dans la tech ? Parce que toi, tu es une des pionnières, donc du coup... Ouais, j'ai choisi Woman in Tech plutôt qu'entrepreneur parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes entrepreneurs et je trouve que dans la tech, c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs. J'ai le sentiment, et je vais me faire des ennemis, mais je ne sais pas quel est l'auditoire. Il y a un peu de tout. Ah. Mais beaucoup d'entrepreneurs. J'ai le sentiment que c'est Mais c'est positif ce que je dis. J'ai le sentiment que les hommes ont besoin de se construire des précarés avec de l'entre-soi. Et j'ai le sentiment que les femmes ont envahi un tas de milieux et que du coup, la tech, c'est un précaré qu'ils se sont construits et qu'on n'y est pas les bienvenus. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes langages, on n'a pas les mêmes envies, c'est pas grave. Et du coup, je trouve que c'est un univers qui est beaucoup plus dur pour les femmes. Et donc, je suis contente d'en faire partie, mais j'en fais partie sans le revendiquer. De toute façon, c'est assez... Moi, ce que je trouve assez symptomatique de la création chez les femmes, c'est le driver. Il y a beaucoup d'hommes, quand on en croise, qui disent « je vais monter une boîte, je vais gagner de l'argent, et après, j'aurai réglé le problème de l'argent, et je serai tranquille ». J'ai jamais entendu une femme dire ça. Moi, je vais... Pardon. Sonia, pour rebondir sur ce point, parce que je dis des bêtises. Au contraire. Tu me... Sur Terre, il y a autant d'hommes que de femmes. Sur Terre, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc, c'est pas par hasard. S'il y a cette complémentarité, ou cette diversité d'ailleurs, c'est qu'elle est naturelle. Donc, elle est évidente. Par rapport à ça, et j'entends ton point sur justement les femmes dans la tech, est-ce qu'on ne peut pas se dire, et est-ce que tu pourrais nous illustrer ça, de se dire qu'avec plus de femmes dans la tech, en fait, la tech va être meilleure. Et si elle pouvait être meilleure, dans quel sens le rééquilibrage, donc c'est 50% de femmes qu'on aimerait voir dans la tech, comment ce rééquilibrage qui, souhaitons-le, est une ligne de force qui va s'affirmer dans les années qui viennent, pourrait améliorer la tech en termes d'évolution, mais aussi peut-être d'une tech plus responsable, plus intelligente, plus utile, qui sert à faire des choses positives et pas de négatives, parce que malheureusement, on sait bien qu'à chaque fois, là, il y a le yin et le yang dans la technologie. Hein. La big data qui est une de tes compétences, on sait bien qu'en Chine, le big data, c'est pas toujours pour des bonnes causes. Donc comment les femmes dans la tech pourrait contribuer à transformer cette tech de façon plus positive? C'est pas facile comme question, mais d'abord le premier, donc je vais répondre à 3 choses. La première, c'est que du coup, j'ai pas de sentiment d'appartenance à ce milieu, et en même temps, il y a pas longtemps, j'étais à une assemblée assez intéressante qui est organisée par Veuve Clicquot sur les femmes entrepreneurs, et il y avait une question qui était combien de femmes dans cette salle ont créé leur entreprise. Donc, c'était quasiment toute l'assemblée. En fait, il y avait aussi quelques salariés. Combien de femmes ont vendu leur entreprise ? Il en restait peut-être, je ne sais pas, 10%. Et combien de femmes ont vendu leur entreprise dans un univers technologique ? Et on était 2, alors qu'on était 300. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Woman in Tech, parce que c'est un univers qui est très différent de l'entrepreneuriat. Les femmes, on adore penser qu'elles vont entreprendre, je sais pas, dans l'univers de la maman, dans l'univers de la beauté, de la fashion. Pourquoi pas, c'est super aussi.
mais on crée dans n'importe quel domaine. Mais du coup, c'est vrai que dans la tech, moi, j'ai toujours été dans des univers assez masculins. Moi, je suis drivée par l'autonomie, l'indépendance. C'est un ADN très masculin. Donc, je crois que je me suis retrouvée là-bas par hasard aussi. Parce qu'en fait, j'ai pas créé de la tech. J'ai créé... Et c'est pour ça que je vais répondre à ta question, pourquoi est-ce que les femmes peuvent apporter des choses. J'ai créé un service, une finalité, une manière d'organiser les choses. Et je pense qu'on est des grandes organisatrices, on a beaucoup d'humains autour de nous. Et après, ça a été un moyen. Et chez Semantiweb, parmi les choses qui me tiennent à cœur, c'est d'avoir une parité homme-femme dans la tech. On n'est pas une entreprise de femmes, on a beaucoup de femmes, mais dans la tech, j'ai des développeuses, j'ai des sémanticiennes, et c'est pas du tout la même manière d'aborder les choses. Elles apportent, pour moi, 3 choses. Elles apportent beaucoup de simplification. Il n'y a jamais de valorisation à faire quelque chose de compliqué. La femme, quand c'est évident, quand c'est simple, elle amène beaucoup de bon sens. Et un jour, on m'a fait un compliment qu'on n'a pas pensé être un compliment. J'ai dessiné mon architecture Big Data à des gens qui pensaient que... Dans des histoires de valo de boîtes, c'était pas forcément très high level, c'était forcément bric-brac parce que ça avait été fait par des nanas. Enfin, c'est horrible, mais c'est vrai. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est fou, c'est hyper compliqué ce que vous faites, c'est très complexe la data que vous traitez, la manière avec laquelle. Mais vous avez fait un circuit d'une simplicité. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que normalement, je sais pas, je vais mal le dire, mais il n'y a pas de concours de grosses machines, il n'y a pas tout ça chez nous, quoi. On n'est pas en train de se dire qu'on a plus gros serveurs, des plus grosses données. On cherche pas à valoriser tout ça. On cherche en fait à ce que ce soit fluide, à ce que ça fonctionne et à ce que ça donne du sens. Voilà. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Et pour terminer, dans ce milieu-là, donc moi, Semantiweb, c'est une société, quand je dis de big data et de structuration, un des premiers services qu'on provide, c'est le social listening. Parce que quand on écoute des millions de data, qu'on les structure, qu'on les organise bien, on est capable d'expliquer ce que les gens pensent de Daphne, des podcasts, voilà, de plein de choses, de manière extrêmement agile. Et en fait, moi, je pense que les femmes, elles sont dans des chaînes de valeur inversées. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le social listening et la big data, les hommes, ils vont se concentrer sur le challenge de la collecte, de la grosse donnée, la plus grosse base de données. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, ils vont être focusés sur l'amont et créer la plus grosse machine. Parfois, j'ai l'impression qu'on est dans un parking de voiture. Et puis, la femme, elle va être complètement de l'autre côté dans l'expectation du delivery pour que ce soit facile, simple à expliquer, joli, voilà, qu'elle soit capable en fait de le vendre et de raconter des histoires. Peut-être que c'est là-dedans. Et après, elle raconte une histoire, puis elle se dit, pour faire ça, il faudrait que, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai beaucoup de sémanticiens, des gros serveurs. Je vais voir ce que je peux faire. Et l'homme, il s'est construit cette espèce d'univers tech, c'est chouette, on a l'impression qu'il s'est construit un énorme jouet. Et parfois, parce qu'il y a bien sûr, c'est très caricatural, mais je parle de mon métier, le revirement aujourd'hui des gens qui sont dans les réputations et le social listening, c'est d'aller complètement à droite vers le marketing, l'usage, la capacité à faire quelque chose de tout ça, plutôt que de continuer à construire une grosse machine. Et les femmes qui étaient parties de l'autre côté dans l'usage, plus ça va, plus elles enrichissent leur machine. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais j'ai l'impression qu'on est dans un mouvement complètement inversé, Charles-Henri, et que du coup, on est moins tech. Je pense qu'on a mais c'est même quand on joue enfant, quand nos centres d'intérêt, nos points de passion, on est moins dans cette volonté de construire quelque chose. Tu vois, cette architecture, par exemple, nous, c'est un moyen et c'est pas une finalité. Mais ça résonne vraiment chez Daphne, puisque c'est vraiment notre thèse d'investissement. Nous, ce qui nous intéresse dans les sociétés dans lesquelles on investit, c'est les nouveaux usages. C'est-à-dire comment ce produit ou ce service va changer le quotidien des gens. Que derrière, il y a de l'intelligence artificielle, du big data ou de la blockchain, c'est super, mais c'est une techno. C'est pas ça qui donne... C'est le squelette c'est le moteur. Mais voilà, mais derrière, il faut construire. Et une grosse voiture sans roues, ça va pas très loin. Exactement, c'est le moteur. Mais du coup, je comprends que le centre d'intérêt soit pas au même endroit. Je fais des images, mais... Donc du coup, mais on est quand même complémentaires. Tu as besoin, tu disais... Ah non, mais moi je suis pas du tout féministe. Oui, je trouve ça juste sympa. Je me suis retrouvée là par hasard et je m'y plais, mais je constate qu'en effet, c'est un univers où quand tu vois par exemple, je connais plein de créatrices d'entreprises qui sont dans d'autres univers, le green, le social, où il y a beaucoup d'associations, les industries créatives, des choses comme ça.
dans cet univers-là, les femmes sont pas tellement welcome, et en même temps, j'aurais pas tellement le temps d'y aller. Donc, c'est pas du tout un regret. Et donc, Semantiweb, là, création en 2011, et en 2016, vous revendez Semantiweb à Webedia. Ouais. Vous êtes racheté quand même par un géant des médias en ligne. Et il y a quand même une question qu'on se pose, parce que c'est toujours comment ça se passe un rachat et comment tu t'es senti en 2016. Et tu y es toujours aujourd'hui. Alors, j'y suis toujours aujourd'hui. Et comment ça s'est passé, ce rachat ? Alors, je dis toujours à qui veut l'entendre, et notamment à mes salariés, chaque fois qu'ils ont un doute, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'était complètement génial. On était petits, on avait des clients intéressants, on était vraiment au début du social media listening. Et en fait, Webedia, ils avaient un département de production de contenu extrêmement important, et on s'est croisés chez 3 clients. Il n'y a pas de secret, qui sont des gros clients, des L'Oréal, des Danone. Et chaque fois qu'en fait, ils avaient une mission de production de contenu, on leur disait moi, j'ai pas envie que vos journalistes parlent de, je sais pas quoi, le régime ou autre, à partir de rien. Je voudrais que ça parte des attentes réelles des consommateurs. Et du coup, je voudrais que vous travailliez avec Semantiweb, parce que eux, ils écoutent ce que disent les gens, et on va partir sur quelque chose de beaucoup plus incarné, de beaucoup plus réel. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, la 3e fois, il y a quelqu'un qui a toqué à notre porte. On était juste à côté des locaux de Daphne et qui a dit, bon, t'es très sympa, on aime bien travailler avec vous, mais il y en a un peu marre que vous soyez dans nos pattes et en début de chaîne de valeur, en étant extérieur. Ça vous dit pas de venir travailler chez nous? Alors, nous, on avait cru que c'était un partenariat ou je sais pas quoi. Donc, on a dit, ouais, pourquoi pas, on verra. Voilà. Et puis, on a été rappelé du coup par la dimension financière et M&A, qui nous a dit on est en phase d'acquisition de plein de choses et vous avez été identifié pour faire partie du portefeuille. Alors, on a dit on n'avait rien compris. C'est quand même les filles, on n'avait rien compris. Il faut dire parfois. Très bien, super. Et après, ça s'est fait de manière très féminine. Ça veut dire quoi? On était super contentes. On était très contente qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. On a une négo, on n'a pas négocié, on est des filles, donc on a trouvé ça super. Et surtout, ce que je trouve assez intéressant, et c'est une conclusion qu'on a en commun avec Webedia, et donc Cédric Siré et Véronique Morali nous a un truc assez rigolo, c'est qu'on est des filles, donc nous on a fait un BP auquel on croyait. On n'a pas mis, on va faire non pas 10 millions, mais 100 millions de chiffre d'affaires dans 3 ans. Donc on a été valorisés sur une perspective qui était ce en quoi on croyait. Ça reste un business plan à 3-4 ans, mais on s'est dit, de manière raisonnable, on pense qu'on va faire tel montant de chiffre d'affaires et tel montant d'EBITDA. On a fait à l'euro près ce qu'on avait dit qu'on ferait au bout de 4 ans. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, c'est fou. Alors, c'est pas bien, dans un sens, parce qu'on aurait pu faire 6 fois plus, mais c'est pas mal non plus, parce que du coup, et ils nous ont dit, c'est fou, parce que c'est là où je reprends un peu le côté féminin, et encore une fois, c'est pas une critique, c'est très féminin, ça, de pas se survendre ou de pas... on s'est justement estimé. Du coup, c'est génial, parce qu'on était contentes, on a eu ce qu'on voulait, c'était une chouette histoire, et Webedia, pourquoi c'est super? Parce que tout à coup, on a eu la réassurance de moyens, on a ouvert des bureaux à New York, voilà, on s'est amusé, tout en continuant à grossir, et il y avait un engagement fort, c'était un pourcentage d'EBITDA supérieur à 30%, et on a terminé même un peu au-dessus. Donc, on n'a jamais sacrifié à la valeur, voilà. Et du coup, fin d'earn-out, pardon, vas-y, m'interrompre. Fin d'earn-out, deuxième comportement assez féminin. Donc déjà, on vend, c'est super. Alors, je dis pas que tout est toujours tout rose, il se passe des trucs, on nous a laissé beaucoup d'indépendance, mais parce qu'en fait, je pense que justement, on était hyper fiables, dans le sens où très vite, ils ont vu, elles font ce qu'elles disent. Ouais. Moi, j'avais un investisseur que j'avais croisé, c'était encore chez Isaïe, qui disait, quand vous faites ce que vous dites, quand vous dites, voilà, dans 6 mois, si vous revenez, j'aurais fait ça, et que vous l'avez fait, on investit à 90%. Et CH, toi qui investis aussi depuis longtemps, qui a vu pas mal de rachats de boîtes, tu constates aussi ce comportement un peu masculin, féminin. Enfin, peut-être que toi, t'es un peu biaisé, ou je sais pas, je sais pas, Sonia, mais si t'as vu que toi, est-ce que c'est des choses qu'on voit souvent, que les femmes ne se survalorisent pas au moment d'un rachat? Et t'as vu, toi, quand tes boîtes ont été rachetées, que justement, vous avez un peu gonflé et vous étiez pas comme Sonia et Virginie, ou...
Malheureusement, c'est assez vrai. Et je l'ai vu dans d'autres sociétés, puisque notamment, on a une femme entrepreneur qu'on aime beaucoup, qui est Marion Carrette, qui a vendu Wicar et que j'ai accompagné dans la session. Donc, j'ai été partie prenante à la négociation et j'ai vu comment Marion aussi se valoriser et valoriser la société dans le cadre de cette opération. Je pense qu'on a effectivement, il y a deux travers. Et là encore, je remets le prisme français. C'est de façon générale, en France, on ne sait pas bien se vendre. On sait créer, on a un talent incroyable dans l'innovation. Je pense que pour le coup, on n'a rien à envier aux autres pays. En revanche, les pros du marketing, ça reste les Américains. Et qu'un Américain ou une Américaine c'est toujours très très bien se vendre. Et tu rajoutes à ça effectivement la couche féminine, et ça, moi aussi j'aime pas les stéréotypes. Non, mais c'est en parler, c'est permettre de mais s'émanciper, intrinsèquement, on sent qu'il y a toujours une retenue parce que il y a cette volonté de ne pas décevoir, de Exactement. bien faire. Mais à contrario, je pense que de par aussi cette infusion dans le business et dans tout l'écosystème, aujourd'hui, c'est extrêmement valorisant. Parce que quelqu'un qui t'a fait confiance, qui t'a racheté et qui voit qu'il n'a pas surpayé, parce que c'est la pire des choses. Faire un coup, c'est jamais bon. Quelle que soit la relation qu'on bâtit avec ses associés, avec ses investisseurs, avec son acquéreur, avec ses corporates, c'est pas juste faire un coup et après s'évanouir. C'est dans la durée, et parce que une opération se passe bien, derrière, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et donc, comme tu le disais, derrière, tu as pu t'épanouir et être contente de l'opération avec Webedia parce qu'à aucun moment, tu as cherché à leur survendre ou à les flouer sur quelque chose. Et ça, si je peux me permettre, de façon générale, moi, c'est toujours ce que je dis aux entrepreneurs quand ils sont sur des opérations, soit d'investissement, soit de cession, c'est dites-vous que ce n'est pas un coup et qu'après, vous disparaissez de la circulation. Donc, attention de créer un lien de confiance. Et donc, ça passe déjà par de l'honnêteté intellectuelle et une volonté d'être proche de la réalité. Ok. Ça, et j'irai plus loin. Donc, ce que j'ai trouvé épanouissant, c'est deux choses. Un, la manière avec laquelle ça s'est fait, parce qu'il y avait en plus beaucoup de... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance, alors j'avais l'impression que quand on vendait, c'était compliqué, on allait nous embêter. Pas du tout. En fait, on nous a aider à nous développer. C'est quand même l'objectif, il faut le rappeler. Tout le monde a intérêt à ce développement. On a intérêt, nous, par notre earn-out, mais la boîte qui nous rachète a intérêt à ce qu'on se développe. Donc, en fait, j'ai trouvé que c'était très bienveillant, très performant. Et ce que j'ai trouvé de féminin aussi à la fin, sur les 40 ou 50 acquisitions Webedia, on était la seule acquisition de duo de femmes. Ça, c'est quand même impressionnant. Il y avait une ou deux autres femmes, mais elles étaient en mixité. C'est qu'en fin d'earn-out, on a dit, nous, on reste, on trouve ça super. Et ça aussi, je pense qu'il y a un sujet d'ego. On en a moins. Donc, il n'y a pas de... on ne quitte pas parce qu'on n'est plus chef ou qu'on n'a plus les codes de la banque. Enfin, tu vois, on est bien, on a construit les petites boîtes, on est 40, c'est des familles. Y a des gens qui nous ont fait confiance, on ne peut pas les lâcher. Donc, on est dans un écosystème qu'on aime, avec des gens avec qui ça fonctionne bien. On fait un métier qui nous passionne, on aime nos clients, on reste. Et c'est assez rare, en fait. En fin d'earn-out, les gens s'en vont. Ouais. Écoute, c'est positif tout ça. En tout cas, pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent toujours je me fais racheter, je suis plus maître de mes décisions, c'était mon bébé, c'est super. Enfin, on entend de tout. Enfin, moi, je suis pas dans l'investissement, mais c'est ce que j'entends de temps en temps. Ok, super. Est-ce que vous aviez des sujets encore je regarde un peu où on en était. Sur le timing, on est plutôt bien. Sonia, est-ce qu'il y avait Vous voulez parler aussi peut-être de ta casquette d'investisseur. Aujourd'hui, tu investis aussi dans des projets à titre perso. C'est ça? C'est vrai? Ça m'arrive. C'est vrai. Tu vas voir tout le monde qui te contacte sur LinkedIn. J'ai monté une boîte. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Tu te rends compte que le métier de Charles-Henri, c'est compliqué, du coup? Alors, j'investis à travers Charles-Henri, mais avec un peu de distance, justement, parce que je laisse faire les professionnels. Et après, j'investis directement dans des projets dont je me dis que la personne a quelque chose, qu'elle est en train d'innover ou d'apporter quelque chose de différent. Et surtout, je le fais parce que j'ai trouvé ça tellement génial. Je suis passée un peu vite sur la première étape, mais on a eu un petit lot de business angels qui mettaient des tout petits tickets, enfin tout petits, c'est énorme pour quelqu'un qui commence, qui nous ont permis quand même, avant d'avoir ce petit déjeuner formidable où on a eu un montant un peu plus important, de vivoter. Donc je sais à quel point c'est
montants qui peuvent changer le cours des choses. J'y vais quand je crois non pas au projet, mais en la personne. Et il y a un projet sur lequel je suis allée en 5 minutes que j'adore, parce que je trouve que c'est une histoire... d'abord, c'est important, parce que c'est un sujet plutôt sociétal. C'est la constitution d'un DMC, ça s'appelle dispositif médical connecté, pour diagnostiquer l'autisme, qui est d'abord une cause qui me tient à cœur et surtout un sujet très complexe puisqu'on s'en rend compte trop tard et qu'on n'est pas non plus... Il n'y a pas de diagnostic officiel, il n'y a pas de moyen de mesure. Et dans l'évolution de la maladie, il y a assez peu de capacité de monitoring pour savoir si on est plutôt en voie de guérison, entre guillemets, mais ce n'est pas une maladie. Et du coup, c'est porté par une femme. Alors déjà, c'est vrai que j'investis plus facilement, mais ce n'est pas que. J'investis dans une boîte de mecs super. Une femme qui a... Moi, je trouve qu'il y a un truc fou dans la vie, c'est les gens qui arrivent à associer des compétences qu'on n'avait jamais associées. Et donc, elle est docteur en physique et psy. Il n'y en a pas dans le monde, je crois, quasiment. C'est 2 compétences qui s'associent très rarement. Et du coup, ces 2 compétences ont fait qu'elle a compris quelque chose, et qu'elle met en place sur le système d'émission des fréquences corporelles qui sont différentes dans des contextes de communication abîmés comme l'autisme. Donc, c'est un truc qu'on me délise sur un DMC. J'y passe du temps. Alors, il y a un truc, c'est du temps et de l'argent quand on investit. Donc, soit on investit comme par Daphne, et c'est de l'argent. Et merci Charles-Henri de toi, y consacrer ton temps, mais c'est autre chose. Après, quand on investit à titre individuel, qu'on met, 10 000, 20 000 euros, c'est pas des grosses sommes, mais on est sur des petits profils qui ont besoin aussi de votre connaissance, de votre compréhension, d'être accompagnés sur justement toutes les difficultés des portes qui se ferment, des questions qui se posent. Et je suis très contente d'investir là-dedans. Voilà, j'ai 3-4 projets en direct comme ça. Ça fait beaucoup, une société, j'ai un mari entrepreneur, j'ai 4 enfants, donc à un moment, on peut pas tout faire, mais je crois que c'est une nature. Et qu'est-ce que seraient les conseils, du coup, on se demandait avec Charles-Henri, là, les 3, comment tu disais, CH Les 3 conseils que tu donnerais à une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et deuxième question, est-ce que tu donnerais les 3 mêmes conseils si c'était un homme ? Alors, le premier conseil, et ça, je le recommande toujours aux femmes et jamais aux hommes, donc c'est une première réponse, c'est l'association. C'est que je crois que les femmes ont besoin de bien s'associer au départ. Il faut bien réfléchir. Il faut être... alors après, c'est mon modèle, il y en a d'autres, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire, prenez quelqu'un... Alors, c'est pas un univers amical, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Et moi, je dirais, prenez une femme. Parce que cette empathie... Moi, j'ai fait des enfants pendant ces Menti-Web. On a eu des parents malades. On a eu tout ça. Il y a un soutien naturel féminin qui se met en place, qui fait que quand il y en a une qui est un peu moins in, il y a l'autre qui décuple. Et encore une fois, il n'y a pas c'est moins individuel, il y a moins d'ego. Et du coup, on est là pour aider. Il y a un côté très... il y a un partage, je pense, beaucoup plus intéressant. Alors, il y a plein d'associations hommes-femmes qui marchent. Il y a plein de... Voilà. Mais il y a plein d'hommes qui créent en solo. Mais une femme qui a envie, en fait, de porter un projet... Moi, je suis sur les femmes qui portent un projet, qui ont une idée, pas des femmes qui veulent gagner de l'argent. Je ne sais pas comment ça marche, parce que c'est une autre démarche, en fait. Moi, j'ai gagné de l'argent. Ce n'était pas l'objectif, tant mieux. Mais ce n'est pas pour ça que j'avais créé. C'est parce que, fondamentalement, j'ai envie de créer, j'ai des idées, j'ai envie de mettre en place des choses, de déplacer des montagnes, de faire avancer des choses. Et 2, c'est mieux. Et 2, avec quelqu'un qui vous ressemble. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai vu autour de moi pas mal d'associations qui se sont écroulées très tôt. Et en fait, les projets qui s'arrêtent, c'est souvent des associations qui s'arrêtent. C'est pas les clients qui s'arrêtent. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Charles-Henri. C'est l'association qui marche plus et qui marche plus sur la durée. Parce que, encore une fois, c'est comme un couple. Ouais. Il faut démarrer, il faut recruter, il faut vendre. Nous, on a été d'accord sur tout le temps. On nous a dit, mais le nombre de gens qui sont pas d'accord au moment de la vente. Après, c'est le sujet de... Voilà. Donc, il faut trouver la personne avec laquelle on peut passer du temps. C'est un peu comme parfois un plus de couple. temps qu'avec sa famille. C'est pour ça que je dis que j'ai 2 couples, moi. Ouais, c'est mon deuxième couple. Donc ça, c'est le numéro 1. Pour les femmes, il faut relire Mark Twain. Voilà, au féminin. Elles ne savaient pas que c'était impossible, elles l'ont fait parce qu'il y a tellement de barrières, comme tu disais, tellement de stéréotypes. Surtout jamais s'arrêter au fait que c'est pas pour nous, c'est pas notre milieu, on saura pas faire. C'est plus difficile au démarrage. Il y a quand même pas mal de gens. Moi, je me rappelle, j'avais monté une boîte et j'avais un copain, qui est toujours un copain, mais qui m'avait appelé parce qu'il montait sa boîte. Il m'avait demandé conseil sur je sais pas quoi, où est-ce qu'on met son siège social. Et je lui avais répondu, il m'avait dit « Oui, enfin en même temps, moi, je veux monter une vraie boîte, donc je sais pas si je vais faire comme toi. » Ah ouais. C'est dur, C'est dur. Ah oui, dur. Donc voilà. Donc ne jamais s'arrêter à ça. Maladroit. Ouais. Donc bien s'associer, pas se mettre de limites et ne pas sacrifier sa vie de famille.
Moi, j'ai entendu des films qui me disaient, non, mais là, du coup, j'attendrais plutôt 32 ans pour faire un enfant, parce que comme ça, c'est un cycle de développement d'entreprise. Je pense que c'est une bêtise. Et c'est pour ça que je peux pas donner le même conseil aux hommes. C'est que eux, ça marche tout le temps, entre guillemets. Et parfois, tu en as aujourd'hui qui attendent, tu sais, d'avoir un certain niveau pour se lancer dans les enfants, etc. Les hommes ? Ouais. Oui. Moi, je trouve la nouvelle génération autour de nous, oui. C'est un peu... Mais les femmes, elles ont l'impression que si elles sont enceintes et qu'elles ont un enfant au moment où... Moi, quand j'ai eu ma 4e, je venais de lever des fonds, je venais de commencer à travailler pour L'Oréal, on était en phase de développement. Bon, bah, la vie s'est pas arrêtée. Donc, et heureusement. Et le nombre de personnes qui m'ont dit... Enfin, c'était pas du tout le bon moment. Ça, faut pas écouter. Il n'y a jamais de bons moments. Non, il n'y a jamais de bons moments. Donc voilà, du coup, c'est pas les mêmes conseils que pour les hommes, forcément. Et alors, si tu donnais à ce moment-là des conseils aux conjoints des femmes entrepreneurs, comment pour qu'un couple réussisse, puisque comme tu le dis, la famille est fondamentale dans la vie, puisqu'elle quand même c'est quelque chose qui est vraiment qui nous inscrit dans notre histoire individuelle. Comment un conjoint doit valoriser, accompagner, soutenir son épouse entrepreneur, qui est en train de casser les codes, qui est en train justement de pousser les montagnes. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un mari entrepreneur déjà et qui a toujours cru et qui a jamais remis en question aucun de mes choix. Donc ça, c'est important et qui a toujours été très présent. Dans le duo de couple, il y a le couple pro avec mon associé et le regard le soir sur des décisions, l'accompagnement sur la vente, c'est quand même des décisions aussi qui sont structurantes pour la famille parce que c'est des choix, tout ça, c'est des choix importants. Je pense qu'il faut un regard bienveillant. Moi, mes copines qui ont monté des boîtes et qui n'y sont pas arrivées, les maris n'y ont jamais cru dès le départ. Ça, je pense que ça peut pas marcher en fait. Si quand on rentre, on a ce sentiment de c'est pas une vraie boîte, tu fais ça pour t'amuser, enfin tout ce genre de choses qui sont très violentes et très maladroites. Il faut quelqu'un qui soit, c'est encore ce même mot, mais en fait ça a guidé moi tout mon parcours. C'est bienveillant, qui vous veuille du bien, qui ait envie que ça marche. Et après, je pense que c'est difficile pour un homme d'avoir une femme qui a une société qui fonctionne, qui est revendue ou autre. Donc après, c'est son rapport à lui. Moi, j'ai la chance parce que lui, il est entrepreneur aussi. Donc en fait, il n'y a pas ce sujet-là. Mais j'ai dans mon entourage vu des femmes qui vendent leur boîte et des hommes qui du coup se sentent un peu déstabilisés dans leur rôle, peut-être encore un peu stéréotypés. Moi, j'ai un mari qui, chaque fois que j'ai fait un truc, m'a dit que c'était génial. Donc voilà, faut trouver le même. Et oui, c'est ça. Mais c'est ça, il faut bien choisir dès le départ, en fait. Choisir son mari, son bien associé. choisir son mari pour la vie, quoi. Et donc, c'est un autre sujet, l'amour, donc qui pourrait encore faire. On pourrait rester des heures et des heures à continuer à parler de ça. Sonia, ça fait 40 minutes que tu es avec nous. On passe un bon moment, mais est-ce qu'on s'arrêterait pas sur tous ces conseils que tu nous as donnés? Et te poser quand même quelques questions à la fin pour te demander quand même quel est ton réseau social préféré? Alors moi, j'étudie ça toute la journée. Oui. Donc évidemment, je n'y suis pas. Donc tu recommandes aux gens de quitter les réseaux? Bah non, parce que c'est mon gagne-pain. Oui, c'est vrai. J'avoue. Mais tu n'y es pas, pourquoi? Parce que tu sais justement le danger que c'est ou parce que tu sais justement l'addiction qu'on peut en avoir Ouais, parce que du coup, c'est à un moment, il faut quand même, pro-perso, on a tout mélangé, mais à un moment, il faut couper certains trucs. Donc, aller sur des médias sociaux qui sont pro pour moi, qui sont mon quotidien pro, j'ai pas du tout envie d'y retourner le soir perso. Ok. Et une deuxième, vas-y Charles-Henri. Ta destination pour déconnecter? On ira voir la mer. Et c'est où? Quelle mer? Laquelle de mer? Parce que si c'est la Manche, c'est pas la même les mers. C'est vrai? Tant qu'il y a un petit clapotis. J'en profite parce Ouais. que c'est intéressant comme approche. Non, et pourquoi la mer? Est-ce que c'est cet infini? Est-ce que c'est cet horizon à perte de vue qui te dégage le champ de tous les possibles? Exact. Pas de mur. Ouais. Ton resto préféré?
Bah là, je sèche. C'est chez moi, parce que moi, j'ai un mari qui cuisine. Ah, la chance, trop bien. Et Il est vraiment je parfait, confirme, quoi. Et je tu confirme. confirmes Et en plus, J'encourage les auditeurs à se faire inviter. Il est derrière toi, il est tout le temps là pour te soutenir, il cuisine. Franchement, il faut que tu nous donnes... il faut qu'il fasse des cours, il faut qu'il donne des cours à certains, non? C'est bravo, génial. Et la dernière question. Est-ce que c'était mieux avant? Non. Avant quoi? On ne sait pas, on adore cette question. Non, mais c'était pas mieux avant. C'est à l'âge que j'ai, tout le monde dit c'était mieux avant. Moi, je peux pas dire ça. Il faut inscrire nos enfants dans la société d'aujourd'hui. Donc, c'était pas mieux avant, c'était différent. Eh bien, on termine sur ça. Merci beaucoup, Sonia. Merci pour tout ce que tu nous as raconté. Encore un beau rôle modèle, hein, inspirant. En tout cas, merci beaucoup d'être venue 1 heure nous parler, un peu moins d'1 heure, de ton histoire et de ce que tu penses aujourd'hui des femmes dans la tech. Donc, en gros, hein, en conclusion, n'ayez pas peur, foncez, allez-y mesdames, et appelez Sonia si vous avez un petit coup de mou. Si vous montez un projet aussi, pourquoi pas lui présenter, elle est investisseur. Avec plaisir. Quittez les réseaux sociaux. Non, Non, sinon elle surtout aura pas. plus de taf. Et puis merci aussi à Charles-Henri pour cet épisode, ce premier épisode. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, Aurélie. Salut Merci tout le beaucoup. monde.